This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting. Wait, don't you need, weeks to shop for a car? I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want. Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing? You can shop wherever you want. I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck? Because I like it. Oh, that is a great reason. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, ou plutôt devrais-je dire, pour partir à la découverte de cette infinité des mondes, comme disait Camille Flammarion, vous pourrez cette fois-ci compter sur Sean Raymond, astrophysicien, planétologue, poète, artiste, vulgarisateur, bref, un autre touche-à-tout cosmique. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Dans cet épisode, nous continuons notre périple de réponse à cette grande question que nous avions initiée il y a quelques épisodes. Cette grande question, sans doute la question la plus importante jamais posée par l'humanité, sommes-nous seuls dans l'univers ? Dans les derniers épisodes, nous avions découvert tous les mécanismes nécessaires à l'apparition de la vie, qui semblent plutôt communs d'ailleurs, mais faut-il encore trouver un monde accueillant pour les abriter ? Alors il nous faut trouver les moyens de détecter ces mondes lointains, d'obtenir suffisamment d'informations sur eux, et c'est ce que nous avions vu lors de notre dernier épisode. Après avoir découvert plus de 5000 exoplanètes, il est temps d'aller les explorer. Une plongée dans la diversité des mondes où la réalité dépasse souvent les limites de notre propre imagination. Mais rassurez-vous, nous ne partons pas à l'aveugle, mais nous avons le plaisir d'être guidés dans ce périple par Sean Raymond. Vous êtes chercheur et astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, spécialiste dans la formation de notre système solaire, mais aussi des systèmes extrasolaires. Vous êtes également vulgarisateur et artiste, puisque vous avez également sorti un recueil de poèmes sur l'espace qui s'intitule Black Holes, Stars, Earth and Mars, Astronomy Poems for All Ages. Et vous êtes également vulgarisateur puisque vous avez un site internet planeteplanète.net, tout simplement, où vous tentez d'imaginer des mondes a priori les plus improbables, mais viables d'un point de vue physique. Bonjour Sean. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Et pour m'accompagner dans cet entretien, je suis bien évidemment en compagnie de Willy. Salut Willy. Salut Maxence, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, en quoi consiste votre domaine de recherche ? En quoi est-il important ? Et puis aussi, d'où vous vient tout simplement cette passion ? Donc, je suis chercheur CNRS, on appelle ça ici à Bordeaux en France. Donc, ma spécialité, c'est la formation de systèmes planétaires et leur évolution dynamique, c'est-à-dire l'évolution des orbites des corps. Donc, d'un côté, j'étudie le système solaire parce qu'on a beaucoup de données, on est dans le système solaire, on connaît la population des astéroïdes, des comètes, on connaît très bien les planètes. Donc, on peut faire des modèles très précis pour essayer de comprendre là d'où on est venu et avoir une histoire très précise. Mais en même temps, on a, comme vous avez dit, on a plus de 5000 exoplanètes connues. Et donc, ces mêmes modèles pour la formation de notre système doivent s'appliquer à tous les systèmes d'un certain côté, juste avec quelques différences ici et là. Donc, j'essaie de un peu faire le lien entre le système solaire et les systèmes exoplanétaires de cette façon-là. Et d'où est venu le désir de faire ça ? C'est un peu, je pense, c'est pas très, très original. Quand j'étais jeune, j'aimais bien les maths et la physique, mais j'aimais aussi la science-fiction. J'aimais bien Star Wars et Star Trek et ce genre de choses. Et l'intersection de ces deux-là, c'est d'être astrophysicien. Et en ce moment, l'astrophysique, avec la découverte d'exoplanètes, quasiment, on reconnaît la science-fiction dedans très facile. Justement, on va y venir. Finalement, vous êtes un petit peu à cet entre-deux, ce mi-chemin entre fiction et réalité, rendre possible, tangible, les idées les plus folles finalement. Vous êtes un petit peu comme un enquêteur qui tente de résoudre la formation des systèmes planétaires. Oui, exactement. C'est un peu de voir qu'est-ce qui serait possible. On fait des recherches dans un ordinateur pour voir ce qui est possible, physiquement parlant, et ensuite on veut observer ça. Est-ce que ça existe vraiment dans la réalité ou pas ? Donc c'est un peu un mélange de ces deux côtés. On est souvent
époustouflés, on peut le dire, devant la diversité des paysages de notre système solaire, des océans de méthane sur Titan, au panache de roches en fusion sur Io, des montagnes de dizaines de kilomètres de haut sur Mars, aux merveilleux anneaux de Saturne de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Alors devant ce constat, on a longtemps pensé que on avait tout vu finalement, que si planètes il y avait dans d'autres systèmes, elles devaient être semblables à celles que nous connaissons. Et pourtant, il n'en est rien. Des super-terres, au monde océan, aux planètes gazeuses à plusieurs centaines de degrés. Comment expliquer une telle diversité ? Oui, donc on pense qu'il y a vraiment beaucoup de processus en jeu en termes de la création de systèmes planétaires. Et il y a plein de chemins qui peuvent être un peu différents. C'est un peu comme ces livres dont vous êtes le héros. Vous connaissez ça ? Et on choisit. Donc, chaque fois qu'il y a un choix, est-ce que c'est cette piste-là ou cette piste-là ? On choisit dans ces livres. Et dans la nature, c'est pas un choix, c'est juste comme ça que ça a lieu. Donc, c'est clair que des systèmes comme le nôtre existent, mais il y a pas mal de systèmes qui sont pas comme le nôtre. Et un truc à garder en tête quand on compare le système solaire aux exoplanètes, c'est que si on voulait se poser la question de quelle planète du système solaire est-ce qu'on pourrait détecter si on observait le Soleil de loin, avec les techniques, les télescopes que nous avons maintenant, on pourrait détecter que Jupiter et c'est tout. Donc, on sait déjà qu'il y a des planètes qui sont comme Jupiter, mais autour d'autres étoiles, mais ils sont assez rares. Il y a des Jupiters chauds, il y a des Jupiters avec des orbites de la même taille que notre Jupiter, qui est assez large, mais d'habitude, ces Jupiters leurs orbites ont des formes très différentes, des formes très elliptiques autour de leurs étoiles, au lieu de l'orbite assez circulaire de Jupiter. Donc, ça, c'est ce qu'on peut comparer directement, et on ne peut pas encore comparer est-ce que les terres, au moins exactement comme le nôtre, sont communs ou rares. Il faut faire un peu des extrapolations. On sent donc qu'on est encore limité, en tout cas par les moyens techniques, pour l'instant du moins. En l'absence de moyens techniques, ce sont les statistiques qui nous aident et on part avec un chiffre qui donne le tournis. C'est 100 à 200 milliards d'étoiles et c'est le nombre de planètes estimées rien que dans notre galaxie. Alors ça ouvre des portes à l'imaginaire les plus délirants. Même vous, chez vous, vous pourrez vous amuser à imaginer la plus improbable des planètes. Car si vous cherchez la plus bizarre, la plus incroyable, eh bien même avec une probabilité d'apparition très faible de 1 sur 10 milliards, eh bien ça fait quand même déjà une trentaine, rien que dans notre galaxie. Alors Sean, quelles sont les limites à cette imagination débordante ? Est-ce qu'il suffit vraiment de penser une planète ? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu et qui freinent un petit peu notre imagination ? Oui, c'est ça le but. Le but de mon type de travail, au moins, c'est il y a un aspect qui est très imaginaire. Qu'est-ce qui est l'idée la plus folle qui pourrait exister ? Mais ensuite, on prend cette idée, on le teste concrètement avec la physique, et ensuite on voit est-ce qu'on l'observe dans l'univers qu'on a vraiment. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Et l'aspect imagination, ça attire beaucoup de gens qui aiment la science-fiction et l'art, parce que c'est très créatif. Et à la fin, on aimerait faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'il y a les lois de la physique, la gravité, et tout ça qui dit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais quand même, il y a des configurations orbitales qui peuvent exister qu'on ne voit pas encore parmi les exoplanètes. Est-ce que ça peut exister ou pas ? On ne sait pas encore. Donc, ça peut exister et on aimerait aller voir et tester. Donc ça, c'est un cas assez extrême. Mais il y a de tout comme ça. Et c'est une vraie question. Est-ce que si ça peut exister, ça doit exister ? Si je peux me permettre d'intervenir, en fait, on se doutait qu'il pouvait exister des exoplanètes pour d'autres étoiles, c'était quasiment évident, il n'y avait pas pour l'instant de preuves, il a fallu attendre 95 pour avoir une certitude absolue. Il existe donc des exoplanètes, on est content d'avoir découvert qu'il existait des exoplanètes de différentes tailles. Bref, de savoir qu'il y a des exoplanètes, c'est bien, mais dans le fond de ce que rêve l'homme, c'est de savoir si la vie est apparue sur les exoplanètes. C'est ça le but, parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est une zone d'habitabilité, de voir s'il pourrait exister des endroits où le complexe pourrait apparaître. Alors, je ne dis pas la vie pour l'instant, mais le complexe. Et il y a deux choses qui me perturbent, qui m'ont toujours perturbé, c'est que depuis le début de l'univers, finalement, il était extrêmement simple. Énergie pure. Puis énergie pure se transformant en matière, etc. En matière simple, puis en combinaison pour arriver à des atomes, puis des molécules relativement simples. Puis finalement, même entre les étoiles, on a découvert des molécules organiques un peu plus complexes. Donc finalement, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est que
le second principe de la thermodynamique dit que on devrait aller dans l'autre sens, c'est-à-dire du complexe, tout devrait se désorganiser. Or, finalement, on s'aperçoit que depuis 13 milliards d'années, au moins sur la troisième génération d'étoiles, est apparu un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire un complexe de systèmes organiques qui permettait non seulement de se reproduire, mais de continuer l'histoire avec une évolution. Donc, on est exactement à l'inverse du second principe de la thermodynamique qui dit que tout doit se désordonner. Donc, finalement, on est face à un paradoxe assez puissant de la simplicité. On va vers le complexe, sachant que le complexe va aller vers le désordre absolu. La deuxième chose qui me fait en plus rêver, c'est que l'équation de Drake, qui permet d'essayer d'imaginer la probabilité pour qu'avec une dizaine ou une vingtaine de caractéristiques de facteurs particuliers, le complexe puisse arriver, et on s'aperçoit que finalement, ça peut être extrêmement rare. Ça peut être extrêmement rare. Donc, imaginez, enfin, un truc qui me trouble terriblement, c'est qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la planète Terre, et il y a 10 fois plus de planètes, et peut-être, et ça serait dramatique, on serait seul dans cette histoire. Et là, ça me perturbe terriblement. Oui, c'est très intéressant. Sur le deuxième point, c'est celui auquel je réfléchis beaucoup parce que c'est avec l'équation de Drake pendant longtemps. C'est une équation tellement jolie, j'adore ça. Je fais souvent des équations comme ça où on se dit combien est-ce qu'il y a de ce phénomène dans l'univers? Comment est-ce qu'on va aborder cette question? Drake a fait d'une façon très élégante en termes de la vie dans la galaxie. C'est le nombre d'étoiles, la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, la fraction de ces planètes qui ont certaines caractéristiques et comme ça. Et donc pendant longtemps, on ne savait pas si l'abondance des planètes était vraiment limitante ou pas. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, qu'il y a des planètes partout. On peut bien supposer que même si on n'a pas encore un grand échantillon d'analogues de la Terre, il y a sûrement plein de planètes rocheuses qui pourraient abriter la vie. Donc en faisant ça, beaucoup de gens disent « Ah, il y a tellement de planètes, ça doit être le cas qu'il y a de la vie partout. » Mais en même temps, il y a un terme à la fin qui est dans quelle fraction de ces planètes est-ce que la vie arrive? Et ça, on ne sait pas. Donc ça peut bien être un facteur qui s'approche à l'infini fois un autre facteur qui s'approche à zéro. Et où est-ce que ça va nous amener? J'ai vu des arguments, beaucoup de gens disent très facilement, beaucoup d'astrophysiciens même disent « Ah, il y a tellement de planètes, il y a sûrement de la vie. Peut-être c'est juste la vie simple. Mais au moins, il doit y avoir la vie partout. » Mais correctement parlant, c'est pas le cas. On a ces deux facteurs qui entrent en jeu et tous les deux sont pas assez bien contraints pour avoir une bonne solution. Donc il faut faire ce qu'on veut tous faire, c'est de le chercher et avoir vraiment de l'évidence de vie ailleurs. Et jusque-là, on n'a pas encore trouvé quelque chose. Donc c'est un peu, est-ce que l'absence d'évidence, c'est l'évidence de l'absence? Bien sûr, c'est pas le cas, mais on veut tous chercher ça. Et ça revient au point de comment est-ce qu'on cherche pour la vie. Donc en cherchant la vie ailleurs, il y a plein de façons dont c'est fait, mais je pense qu'il y a vraiment deux façons générales. Ou bien on cherche les signatures de choses très petites, de la vie très simple. Et ça, c'est par exemple ce qu'essayent de faire les nouveaux grands télescopes comme JWST, le James Webb, qui essayent de prendre des spectres dans les atmosphères d'exoplanètes de plus en plus petites. Et en ce moment, ça ne peut pas encore aller jusqu'au point d'être planètes vraiment rocheuses avec des atmosphères vraiment comme la Terre. Mais c'est le but de ce genre d'études, d'essayer de trouver des raies dans les spectres d'atmosphère. Comme si quelqu'un de loin regardait l'atmosphère de la Terre et voyait des raies spectrales de certaines molécules d'oxygène ou ozone ou méthane ou quelque chose comme ça qui dirait, s'ils interprètent ça, c'est « Ah, il y a de la vie ». Ils créent ces signaux, ces gaz dans l'atmosphère qui sont hors équilibre. Donc on les voit, c'est un signal que quelque chose se passe, qu'il y a de la vie simple là-bas. Ça, c'est une des façons de chercher la vie. L'autre, qui est d'une façon beaucoup plus simple, c'est le SETI, effectivement. C'est au lieu de rechercher des choses très simples, de rechercher la vie très complexe, ça c'est d'attendre ou de rechercher qu'un extraterrestre nous dise « Bonjour, ça va? Comment ça va sur Terre ?» Et il y a sûrement moins de civilisations comme ça, on suppose, mais comment les contacter, tout ça, c'est une autre question. Donc oui, ça amène à tellement penser comme ça, j'adore, c'est pour ça que ce genre d'études est tellement fascinant. Et de toute façon, l'être humain, disons qu'il est apparu, on va dire, il y a 1 million d'années, mais c'est insignifiant par rapport aux 5 milliards d'années du système solaire. Et puis, sachant que l'homme a envoyé des signaux électromagnétiques il y a une centaine d'années,
Donc, éventuellement, pour qu'on ait une réponse, dans les 50 années-lumière qui nous entourent, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On aurait eu largement le temps d'avoir des réponses si ce vivant-là avait un moyen de communication semblable au nôtre sur l'électromagnétique. Mais bon, apparemment, pour l'instant, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Un autre souci intellectuel, c'est que quand on parle de l'homme, évidemment, au niveau de la philosophie, au niveau de la théologie, beaucoup de gens résolvent le problème par le dogme de la création et donc l'homme comme étant la chose sublime de l'univers. Or, en connaissant l'évolution, on s'aperçoit que la vie est apparue peut-être au sein des océans par assemblage moléculaire. Alors donc, il y a plusieurs possibilités pour l'homme. Alors la question que je me pose, est-ce que finalement l'homme est le but de l'univers? Deuxième possibilité, est-ce que l'homme est tout simplement un maillon dans une grande chaîne? Ou alors, est-ce que l'homme est une erreur? Quel est votre sentiment à vous personnel en tant qu'être humain et pas en tant qu'astrophysicien, en tant qu'être humain? J'adore comme la philosophie rentre en jeu dans toutes ces choses. Oui. Je ne peux pas prétendre d'avoir des réponses à tout ça. Mais pour moi, je pense qu'on est plutôt, quand on pense à la diversité de la vie sur Terre, est tellement vaste et tellement fascinante que juste parce qu'on a des gros cerveaux qui nous permettent de construire des grands trucs, je ne pense pas que ça veut dire que nous sommes juste au sommet de l'évolution ou quelque chose comme ça. Pour moi, on fait partie de quelque chose d'incroyable, mais on n'est pas le but final. La transition est toute faite. Justement, nous parlions de l'équation de Drake et de tous les facteurs qui entrent en jeu dans l'apparition de la vie. Et d'un point de vue personnel, est-ce que vous êtes plutôt confiant dans la recherche de vie ailleurs, puisqu'on voit justement, et on en a déjà parlé dans tous les épisodes précédents, que les phénomènes, les mécanismes qui sont rentrés en jeu dans la création de la vie sur notre planète sont finalement des phénomènes qui se retrouvent plutôt universellement. Et puis d'autre part, des scientifiques comme vous d'ailleurs imaginent des mondes où la vie serait possible même dans des conditions bien moins favorables ou bien plus atypiques. On pense par exemple aux exolunes, comme c'est le cas avec des candidats potentiels au sein de notre propre système solaire, comme Encelade ou Ganymède par exemple, mais aussi par exemple récemment où les chercheurs ont montré que les super-terres, ce sont des objets dont nous allons parler justement, qui sont des astres bien plus massifs que la Terre, et qui ont donc une force de gravité beaucoup plus importante, ce qui leur permettrait d'obtenir une atmosphère très dense et très épaisse, avec des fortes pressions. Et ces fortes pressions, eh bien, elles permettraient d'empêcher l'eau de s'évaporer en étant trop près du Soleil, ou alors, au contraire, de geler si la planète était trop loin du Soleil. Autrement dit, de telles atmosphères permettraient d'élargir cette fameuse zone d'habitabilité, laissant ainsi beaucoup plus de marge à l'apparition de la vie. Et donc avec tout ça en tête, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou au contraire vous êtes plutôt optimiste et comme le dirait Ian Malcolm dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin? Ah bah ça c'est donc la réponse à l'équation de Drake, est-ce que c'est plus grand que 1 ou pas? Pendant des années, quand on me posait cette question, je donnais la réponse que j'avais expliquée avant, qu'il y a tellement de planètes que ça doit arriver. Tellement, même pas de planètes, mais d'habitats, comme vous dites, comme dans les océans, sur Europe ou quelque chose comme ça. Mais plus récemment, je me vois de moins en moins vraiment me projeter comme ça. Parce que dans beaucoup de mon travail, ce qui m'amuse un peu, je fais souvent des modèles qui sont un peu contraires à ce qu'on fait d'habitude pour essayer d'expliquer les choses d'une autre façon. Et mon espoir, c'est que les gens restent assez ouverts, leurs esprits assez ouverts pour considérer ça. Et donc, dans ce même esprit, est-ce que je me permets de rester ouvert à considérer la possibilité qu'il n'y a pas d'autre vie dans l'univers que... Avec cette attitude, cet esprit en tête, je dis plus que je pense qu'il y a sûrement la vie ailleurs. Je pense qu'il n'y a qu'à attendre et voir. Nous continuons donc notre voyage dans cette diversité, mais à force d'aller de planète en planète et de découverte en découverte, il y a quand même des similitudes, des catégories de planètes qui semblent revenir plus que d'autres. Alors, quelles sont ces planètes archétypales, Sean? Est-ce que vous pourriez nous faire un glossaire, un inventaire des grands types de planètes que nous rencontrons sur notre route? Et puis, est-ce que c'est un biais d'observation, c'est-à-dire, est-ce qu'elles sont nombreuses, tout simplement parce que ce sont les seules que nous pouvons détecter avec les moyens que nous avons actuellement, ou il s'avère qu'elles sont vraiment fortement représentées dans l'univers?
Ah oui. Donc les premières exoplanètes qu'on a trouvées, c'est les Jupiter chauds. C'était des planètes vraiment très très grandes, très massives, de la taille de Jupiter, chauds parce qu'elles avaient des orbites très proches de leur étoile. Et pourquoi est-ce qu'on les a trouvées en premier? C'est parce que c'est les plus faciles à trouver, même si on connaît maintenant avec plus de statistiques que ce type de planète est assez rare en fait. C'est moins de 1% d'étoiles comme le Soleil au moins qui est orbité par un Jupiter chaud. Beaucoup plus commun, ce sont les planètes comme Jupiter, la masse de Jupiter, mais beaucoup plus loin de leur étoile, sur des orbites entre celle de la Terre et celle de Jupiter ou Saturne. On a des difficultés à trouver des planètes au-delà de l'orbite de Jupiter, mais il semble qu'il y a un plateau et il y a plein d'exoplanètes géantes à ces distances-là. Et peut-être 10 ou 20% de toutes les étoiles, comme le Soleil, ont des planètes de la masse de Jupiter environ. Mais la catégorie de planètes qu'on connaît maintenant qui paraît la plus commune, c'est les super-terres chaudes ou les mini-Neptunes. C'est une planète qui n'existe pas dans le système solaire, c'est entre la taille de la Terre et la taille de Neptune, qui fait 4 fois la Terre. Et donc ces planètes-là, elles sont souvent sur des orbites très proches de leur étoile. Et souvent, il y a plusieurs super-terres ou mini-Neptunes dans un seul système. Parfois, elles ont l'air d'avoir une surface solide et parfois, elles ont l'air d'avoir une atmosphère assez épaisse. Donc ça, c'est la différence entre super-terre ou mini-Neptune, selon s'il y a une atmosphère épaisse ou pas. Et ce type de planète, ça existe autour de 1/3 ou peut-être même la moitié de toutes les étoiles. Donc c'est le type de planète le plus commun qu'on connaisse en ce moment. Et un mystère, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en a pas dans le système solaire. Et c'est pas aussi bizarre que ça, parce que si 1/3 des étoiles ont une planète comme ça, nous on serait juste dans les 2/3 qui n'en ont pas. C'est presque bizarre et presque pas bizarre. Donc c'est une façon dont on essaie de réfléchir à ça. À part ça, on a aussi trouvé des planètes beaucoup plus lointaines autour de leurs étoiles. Ça c'est avec une méthode différente, on essaie de vraiment voir l'exoplanète directement avec l'imagerie directe. Et il y a quelques dizaines de planètes comme ça. C'est des Jupiters avec des orbites très très larges. Et peut-être la catégorie la plus lointaine de tous, c'est des planètes qu'on a trouvées qui n'ont même pas d'étoiles. C'est ce qu'on appelle des planètes flottantes, qui sont environ de la masse de Jupiter ou plus grand, parce qu'on ne peut pas trouver les petites facilement, qui orbitent parmi les étoiles, mais sans orbiter autour d'une étoile. Et c'est un peu un débat, est-ce que ces planètes-là sont vraiment des toutes petites étoiles, ou est-ce que c'est des planètes qui sont formées autour d'une étoile et ensuite se sont fait éjecter? Et c'est probablement un mélange des deux, mais exactement combien de chaque catégorie, c'est débattu. Donc ça, c'est un peu les catégories qu'on connaît en ce moment. Comme vous êtes à Bordeaux, est-ce que vous allez faire des observations quelque part ou vous utilisez les données qui sont faites par les télescopes et puis envoyées par réseau ou alors avec le James Webb ou avec techniquement, comment travaillez-vous? Je fais partie parfois d'équipes qui demandent du temps d'observation. Par exemple, l'Observatoire de Haute-Provence, ça c'est un qui est pas loin, on fait des observations, ou des télescopes partout dans le monde aussi. La plupart de mes recherches sont théoriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme auparavant où on faisait sur le tableau avec des équations, c'est plutôt des simulations numériques. Donc je fais la grande majorité de ma recherche, c'est les simulations. Et quand on a un résultat, qu'on fait une prédiction, d'habitude on n'essaye pas d'aller faire des observations nous-mêmes. D'habitude, on se met avec des observateurs et puis on crée un plan d'observation et puis on fait des demandes de temps d'observation. Et d'habitude, c'est eux qui font les observations, pas moi. Mais de temps en temps, je vais au télescope. Ils sont jolis, j'aime bien. Vous travaillez en équipe alors, finalement? Oui, il y a un mélange. Ce qui est le plus enrichissant de ça, c'est d'avoir beaucoup de gens que je connais dans différents domaines. Donc, j'ai des gens avec qui je travaille beaucoup, avec qui je crée des nouvelles idées pour des simulations à tester sur les astéroïdes, les comètes, les exoplanètes, quelque chose d'autre. Ensuite, on fait ce genre de recherche et souvent, le but, c'est d'avoir quelque chose qui sort, qu'on peut tester, ou bien dans les données qui existent déjà, ou plus souvent, on contacte des gens qui font ces observations et puis on voit comment est-ce qu'on peut tester ça. Et donc, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est amusant. Juste une question technique, encore une fois. Est-ce que vous faites, à partir d'observations, vous créez un modèle, ou vous imaginez un modèle et vous essayez de le calquer sur une réalité? Ah oui, donc dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses? Donc en principe, tous les modèles qui sont valides doivent déjà reproduire ce qu'on observe maintenant. Il y a beaucoup de données par contre, donc c'est pas évident parfois. Et on doit être honnête, parfois on fait des modèles qui sont intéressants même s'ils reproduisent pas
une certaine donnée ici ou là et on l'explique et c'est comme ça. Mais en général, on doit, pour que ça soit plausible, le nouveau modèle X reproduit déjà ce qu'on observe, mais ça prédit quelque chose qu'on peut tester facilement dans les quelques années à venir. Si ça prendra 50 ans à tester, ça peut être intéressant, mais c'est moins intéressant que si on peut faire quelque chose d'assez bientôt. Donc là, avec les exoplanètes, il y a pas mal d'études de population d'exoplanètes qu'on peut essayer de tester. Par exemple, il y a quelques années, on a fait un article. Ça, c'est un bon exemple, en fait. Donc, on a fait un article où on a dit « Le système solaire n'a pas de super-Terre. Une possibilité, c'est que les super-Terres et les mini-Neptunes, elles se forment assez loin de leurs étoiles, et ensuite, à cause d'interactions avec le disque de gaz qui les a créés, leurs orbites changent. Ça s'appelle la migration orbitale. Et elles se rapprochent de leur Soleil, et leurs orbites rétrécissent et ça devient des super-Terres. » Donc ça, c'est un modèle pour l'origine de ça. Et on s'est dit, peut-être que le système solaire n'a pas de super-Terre parce que Jupiter s'est formé rapidement et a bloqué la migration de super-Terre qui aurait venu de plus loin que Jupiter. Donc c'est une hypothèse. On a montré avec des simulations que si Jupiter s'était formé rapidement, ça bloque la migration des autres corps. Et on a prédit, ça mène à une prédiction d'une anticorrélation entre les planètes comme Jupiter sur des orbites assez larges et les systèmes avec beaucoup de super-Terre. Et ça prend quelques années, mais là, juste dans les 2-3 dernières années, il y a des études qui montrent que c'est probablement pas le cas, en fait. Donc, ça montre qu'il n'y a pas vraiment une anticorrélation entre les Jupiter et les super-Terres. Donc, ça veut dire que l'hypothèse qu'on a faite n'est pas correcte, probablement. Et donc, ça rentre en jeu et les prochaines générations de modèles prendront ça en compte pour essayer de faire quelque chose de mieux. C'est comme ça. Ça revient à ce que je disais avant parce que on ne peut pas être trop attaché à nos modèles parce qu'on doit être honnête et dire « J'aurais bien aimé que notre prédiction soit correcte, mais je ne peux pas changer ce qu'on observe. Alors, tant pis, puis on utilise ça pour essayer de faire mieux la prochaine fois. » Et ça revient à tout l'esprit ouvert qu'on doit avoir pour être honnête en toute la science, ou la vie en fait. Je vous propose maintenant, après ces explications sur votre travail, sur la manière de fonctionner, de revenir un petit peu dans l'imaginaire, mais néanmoins un imaginaire scientifique, de caractérisation qui va permettre de décrire la planète comme vous le faites, qui est en fait un élément fondateur afin de permettre par la suite aux exobiologistes d'imaginer les écosystèmes qui pourraient potentiellement s'y développer. Ces capacités, ces aptitudes, ces mécanismes de défense à partir des contraintes environnementales que vous allez identifier. Je sais que vous-même, sur votre site internet, vous vous lancez dans un travail de pensée et d'imaginaire pour concevoir comment la vie, voire même des sociétés intelligentes, pourraient se développer à la surface d'autres mondes et comment les contraintes environnementales, les spécificités de telle ou telle planète influeraient sur leur développement. Pouvez-vous nous guider justement à travers ces différents mondes et nous représenter comment la vie, malgré tout, pourrait s'y adapter? Oui, je peux vous montrer, discuter de quelques cas comme ça. Donc ça, c'est un cas qui est joli, on appelle en anglais eyeball planets parfois, ou des planètes globoculaires. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des planètes qui sont assez proches de leur étoile, que les forces de marée entre l'étoile et la planète fait que la planète montre toujours la même face à l'étoile. Donc c'est un peu comme notre Lune nous montre toujours la même face. Donc qu'est-ce que ça ferait pour la Lune? C'est un truc où on voit seulement un côté, mais sur une planète qui fait ça avec son étoile, c'est la source de toute l'énergie de l'étoile tombe sur un côté de la planète. Donc un côté va bien sûr être plus chaud que l'autre. À quoi est-ce que ça va ressembler? Il y a des gens, notamment quelqu'un dans mon labo, Jérémy Lecomte, a fait des modélisations assez profondes là-dedans. À quoi ressemblerait une planète de ce type? Et il a montré qu'il y a plein d'aspects intéressants de ces planètes. Et beaucoup des super-terres qu'on connaît sont probablement des planètes globoculaires comme ça. Donc, d'un côté, ça serait beaucoup plus chaud que de l'autre. Il y a plusieurs cas. Il y a le cas où la planète est assez proche, peut-être plus proche que la zone habitable autour de son étoile. Et dans ce cas-là, la face qui regarde l'étoile serait trop chaude pour la vie. L'autre côté serait peut-être très froid. Ça dépend si l'atmosphère est assez dense pour recirculariser un peu de l'énergie ou pas. En tout cas, peut-être le meilleur endroit, ce serait la zone là où, autour de la planète, là où c'est toujours le coucher du soleil. Donc c'est
l'endroit le plus romantique de la galaxie où c'est toujours le coucher du soleil. Dans cet endroit-là, on recevrait un peu d'énergie de ce soleil, mais pas trop. Et ce même type de planète, mais si c'était un peu plus loin de l'étoile, il peut y avoir le cas où s'il y a beaucoup d'eau sur cette planète, ça serait recouvert de glace sur le côté obscur, mais sur le côté ensoleillé, ça serait un grand océan. Et il y a des gens qui ont modélisé, par exemple, la dynamique des océans de ce genre de planète pour montrer comment ça marche. Et en mettant des effets climatiques dedans, ils ont montré, par exemple, qu'il y a souvent un gros nuage qui se forme juste pour bloquer le soleil, juste dans le point substellaire qu'on appelle, ce genre de choses. Donc les gens font vraiment des modèles assez poussés là-dedans. Donc ça, c'est un type de planète qui est vraiment pas comme le nôtre, mais pas aussi différent que ça. On peut imaginer les enjeux pour l'habitabilité sur ce genre de monde. Il y a aussi un autre cas qui est très simple, mais qui est différent de la Terre, c'est qu'il y a plein de planètes qui ont des orbites très excentriques. Donc excentrique, ça veut dire elliptique, au lieu d'aller presque un cercle autour de leur étoile, ils tracent une ellipse. Donc parfois ils sont très très proches de l'étoile et ensuite ils sont très loin. Et la planète, à cause des lois de Kepler, la planète bouge beaucoup plus lentement quand elle est loin de l'étoile et ensuite beaucoup plus rapidement près. Mais en même temps, la plupart de l'énergie de l'étoile vient quand la planète passe proche de son soleil. Et on peut se poser la question, est-ce qu'elle est majoritairement dans la zone habitable, mais passe un peu de son temps très proche de l'étoile? Est-ce que ça veut dire que ça sera trop chauffé et perdra toute son eau ou son atmosphère? Et c'est la fin ou pas? Et il y a des gens qui ont modélisé ça encore de façon assez robuste. Ils ont montré que ce qui compte, c'est vraiment la distance moyenne de la planète. Donc si la moyenne est dans la zone habitable, c'est bon, parce que ces effets d'être très chauffé et ensuite très froid se moyennent dans le temps. Donc d'habitude, ça peut marcher. Mais en même temps, ça serait très différent que les saisons que nous connaissons. Nous avons des saisons sur Terre à cause de l'axe de rotation de la Terre qui est penché par rapport au plan de l'orbite. Et dans cet autre cas, ce serait des saisons beaucoup plus dramatiques qui auraient lieu à cause de l'orbite elle-même de la planète. Donc ça, c'est deux qui me viennent en tête. Un troisième, c'est qu'on pense on sait qu'il y a des planètes géantes qui sont elles-mêmes dans la zone habitable de leur étoile. Donc, ça serait comme si Jupiter était à l'orbite de la Terre ou l'orbite de Mars, quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, les lunes autour de ces planètes géantes seraient dans la zone habitable. Donc, c'est possible d'envisager une lune qui serait habitable, qui tourne autour d'une planète géante dans la zone habitable. Donc ça serait un peu... on ne sait pas si ça serait trop mauvais pour la vie. Il y a des raisons de penser que ce serait pas mal. Il y aurait des effets de marée à cause des interactions entre les lunes et les planètes géantes, et peut-être des interactions avec la magnétosphère de la planète géante. Mais en tout, ça pourrait peut-être être un bon endroit pour l'eau liquide au moins. C'est un autre cas. Donc il y a plein de ces mondes que l'on pense existent. Certains, on sait, pour de certains qu'elles existent. On ne sait pas vraiment si elles sont habitables, mais on peut imaginer assez facilement à partir de physique qu'on connaît assez bien que ça pourrait être des bons endroits pour l'eau liquide et qui sait peut-être pour la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail de fiction de certains auteurs de science-fiction coïncide de manière parfois très fidèle à des mondes qui viennent seulement aujourd'hui d'être confirmés ou d'être découverts. Vous nous parliez des planètes fixées sur leur axe, telle que la planète Oasis qui nous est dépeint par Asimov dans son roman Fondation et son coucher de soleil éternel. Il y a aussi le monde des Trisolariens par Liu Cixin, avec une planète aux saisons extrêmes et des organismes qui sont donc capables d'hiberner pendant les périodes trop froides ou trop chaudes, de se déshydrater. Et puis enfin nous avons récemment la planète du monde Avatar, Pandora, qui est une exolune qui tourne autour d'une planète d'une géante gazeuse. Donc on voit bien le lien entre fiction et science, où votre travail peut-être de vulgarisation sur planète.net rejoindra peut-être la réalité des découvertes plus tard. Oui, je pense que ça c'est le rôle de la science-fiction. J'adore la science-fiction. J'aime bien quand c'est basé sur des principes physiques qui sont assez solides, mais ensuite il y a un côté de prendre ça et de faire qu'est-ce que ça ferait de vraiment habiter là, quels sont les enjeux pour la population qui habiterait vraiment sur ces planètes, quels seraient ces facteurs de religion et de signes cosmiques et tout ça. J'adore ça. Donc je joue un petit peu avec ça dans mon blog, mais plutôt le côté que je fais
moi-même, c'est d'essayer de créer des nouvelles idées pour ceux qui vont aller plus profondément dans ce genre de choses. C'est ce qui amène beaucoup de gens à la science-fiction et à la science à la fin. Est-ce que vous avez lu, bien sûr, j'imagine, l'œuvre des œuvres, c'est-à-dire Fondation de Asimov? Oui, je l'ai lu, je dois l'avoir lu la trilogie 5 fois ou plus. Ouais, j'adore ça. Et quand j'ai relu, après que j'ai commencé ces recherches, j'ai relu là-dedans. Il avait vraiment imaginé des choses qu'on fait en recherche maintenant, comme quel type d'étoiles peuvent abriter quel type de planète et tout ça. Et il était pas, il y en a certains qui à la fin ne sont pas corrects, mais il n'était pas très loin. Et juste en imaginant ça, il y a 50 ans, non, 70 ans. Ouais, c'est magnifique, j'adore ces livres. Vous avez parlé à un moment donné, en début de l'interview, de la stabilité des orbites des planètes. Or, il s'avère que le chaos s'est invité là-dedans, dans la mesure où on n'est pas tout simplement dans le problème de 2 corps, on est dans un problème de N corps. Donc, une étoile est plein de cailloux autour, et la stabilité est, dans certains cas, détruite très rapidement, parce que c'est pas possible, et puis des fois un petit peu plus long comme chez nous, mais apparemment, à long terme, malgré tout, si j'ai bien compris, dans notre système solaire, la stabilité sur le long terme ne sera pas efficace. Est-ce qu'on peut imaginer dans le nombre d'exoplanètes qui existent actuellement, beaucoup d'exoplanètes avec une stabilité extrêmement rapide, les orbites ne tiennent pas longtemps, et puis des endroits où ça peut être stable extrêmement longtemps. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Oui, donc c'est une bonne question. Dans le système solaire, comme vous le dites, ouais, on sait que les orbites des planètes sont chaotiques. Il y a des estimations avec des simulations numériques du temps de Lyapunov, ça s'appelle, mais le temps d'échelle de ce chaos. Et il y a des estimations qui sont faites. Ce genre d'étude est vraiment mené par un astrophysicien à Paris qui s'appelle Jacques Lascar. Donc, il a montré par exemple que avant que le Soleil devienne une géante rouge dans 5 milliards d'années, il y a une probabilité d'environ 1% qu'il y a une instabilité parmi les planètes rocheuses. Qui mènerait peut-être à que Mercure tombe sur le Soleil ou quelque chose comme ça. Mais seulement environ 1%. Donc, on a une grosse chance que ça n'arrive pas. Donc, parmi les exoplanètes, comme vous dites, on pense qu'il y a de tout. Donc, c'est dur. Il n'y a pas beaucoup d'études du chaos dans tous les systèmes parce qu'il faut aller vraiment en profondeur dans un système pour le faire. Et ce qui a été bien montré par des gens comme Lascar, c'est que pour bien comprendre la stabilité à long terme et le chaos en particulier, il faut vraiment connaître un système entier. Donc, imaginons qu'on connaissait juste Jupiter du système solaire. On ne pourrait rien dire. Il faudrait vraiment avoir les orbites de toutes les planètes pour vraiment aller en profondeur là-dedans. Donc, c'est dur à faire. En même temps, on connaît des systèmes avec pas mal de planètes et il y a eu quelques études sur le chaos qui montrent qu'il y a des systèmes qui paraissent être chaotiques sur des échelles de temps assez courtes. Par exemple, il y a certains cas où les orbites des planètes sont beaucoup plus serrées que les orbites des planètes dans notre système solaire. En termes de rapport de période orbitale. Pas juste de distance, mais le rapport des périodes orbitales. Et dans ces cas-là, il y a une étude en particulier qui a montré qu'il peut y avoir le chaos sur des échelles de temps très courtes. Est-ce que ça veut dire que ce type de système va devenir instable très rapidement? Pas forcément. Ça peut rester stable à long terme, même en étant chaotique, s'il y a des effets qui protègent de ça, effectivement. Et en même temps, il y a des autres systèmes qu'on trouve qui ont des orbites assez bien espacées et que l'on pense évoluent d'une façon très régulière, qui ne seraient pas chaotiques, qui seraient très très stables à long terme. Donc il y a un peu de tout, et on ne peut pas dire plus précisément sans avoir vraiment toutes les planètes bien connues dans un système particulier. Et par rapport à la stabilité, justement, ça me fait penser à un système, le système TRAPPIST 1, qui est le système un des plus complets qu'on a jamais découvert, avec 7 ou 8 planètes, il me semble. Et on a découvert que ce système était un peu comme les lunes de Jupiter, où par exemple, lorsque l'une fait un tour, l'autre en fait 2 tours, et l'autre en fait 4, etc. Donc elles ont une sorte de résonance, de cadence très ordonnée dans leur orbite. Est-ce que ça, c'est un facteur de stabilité? Oui, j'ai fait une étude sur ça l'an dernier. Et oui, on a montré que c'est dur à faire des simulations de ce système-là parce que ce qui n'est pas bien apprécié souvent, c'est que les planètes qui sont plus proches d'une étoile sont d'un certain côté plus vieux que les planètes plus loin. Donc si on mesure en années pour la planète elle-même, la Terre tourne autour du Soleil en 1 an,
Donc dans 1 million d'années, ça fait 1 million de tours. Mais pour Mercure, ça fait plus que ça. Pour Jupiter, ça fait moins parce qu'ils sont plus proches ou plus loin de l'étoile. Et les planètes de Trappist-1 sont tous très très proches de l'étoile. Mais il y a toujours 2 ou 3 qui sont dans la zone habitable parce que l'étoile centrale est tellement peu lumineuse. Donc c'est quasiment une naine brune. Donc je dis ça juste parce qu'en simulant les orbites de Trappist-1, ça prend longtemps parce qu'on doit résoudre des orbites qui sont très très petits. Donc le pas de temps qu'on doit utiliser dans le code qu'on utilise doit être super court. Donc ça prend longtemps à faire. Donc quand la Terre fait 1 an, les planètes du système Trappist ont déjà 10 ou 20 ans. Ou plus. Faudrait regarder les données, j'oublie les chiffres. Mais en tout cas, j'ai fait des simulations du système Trappist-1 qui allaient jusqu'à 1 milliard d'années. Et c'est très stable pour ça. Donc c'est dur d'aller plus loin que ça sans juste gaspiller du temps de calcul, mais c'est très stable. Et il y a des autres systèmes comme ça qui sont en résonance qu'on pense sont très stables. Dans vos modèles, vous utilisez quelle sorte de mathématiques? Vous faites des mathématiques orbitales, de la mécanique? Comment ça se passe? Je fais un peu de tout, pas de tout, mais des différents cas. Donc pour le système Trappist-1, par exemple, c'était purement la gravitation autour d'une étoile qui avait la bonne masse, mais c'était vraiment juste le problème des orbites. Là, dans ce cas-là, c'est pas en regardant les atmosphères des planètes, les surfaces et ce genre de choses. Parce qu'on n'a toujours pas beaucoup de données sur les surfaces. Est-ce qu'elles ont des atmosphères du tout? Est-ce qu'elles ont de l'eau du tout? Ça, c'est une chose dont on parle pas souvent, mais la zone habitable, c'est la zone autour de l'étoile où une planète peut avoir l'eau liquide en surface si elle a une bonne atmosphère. Et aussi, elle a de l'eau du tout. C'est possible d'être dans le bon endroit, mais pas avoir de l'eau. Donc, juste pour dire que quand je fais ce genre de simulation, c'est juste la gravitation, vraiment. Mais dans des autres cas, quand je regarde l'origine des systèmes planétaires, on prend en compte le fait que les planètes naissent dans les disques de gaz et de poussière autour de jeunes étoiles. Et ça, il y a des processus qui vont avec ça. Il y a de la migration orbitale et il y a des autres processus qui rentrent en jeu pendant cette phase de croissance. Et dans certains autres cas, on prend en compte des différentes forces. Donc ça dépend vraiment du problème. On ne peut pas faire tout en même temps, mais on essaye de cibler une question et de faire des simulations qui s'adressent à ça. Dans le dernier épisode, nous nous projetions un petit peu sur le futur de ce domaine de recherche, et notamment d'un domaine qui est la cartographie des exoplanètes, c'est-à-dire la faculté de littéralement cartographier leur surface ou leur atmosphère sans même pouvoir les voir directement grâce au phénomène de transit lorsqu'elles passent devant leur étoile et qu'elles vont renvoyer de manière très précise plus ou moins la lumière en fonction de si par exemple elles ont une forte atmosphère ou évidemment les nuages vont renvoyer beaucoup plus de lumière que s'il n'y en a pas d'atmosphère. Et donc ainsi pouvoir cartographier s'il y a de l'eau, de la roche, des systèmes atmosphériques complexes. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous avez vous-même travaillé ou en tout cas vous êtes au courant des dernières découvertes sur ce sujet? Donc j'ai jamais travaillé sur ça moi-même, je connais des gens qui font ça. Une personne qui faisait ça, qui est prof à Montréal, à McGill, c'est Nick Cowan, qui est spécialiste de ça. J'ai fait ma thèse avec lui à l'université de Washington, à Seattle, et il développait son modèle. Et donc ouais, c'est un problème très intéressant d'essayer à partir de la courbe de lumière qu'on voit de l'étoile, avec une composante venant de la planète, qui tournait autour de l'étoile, de comment essayer d'en sortir une carte approximative de ce qui se passe sur la planète. C'est intéressant et je pense que c'est de plus en plus courant avec de plus en plus de données, quoi. Moi, je suis en admiration de voir la capacité du cerveau humain. Un épisode qu'on a fait, ça s'appelait « Observer l'univers les yeux fermés ». Ça sous-entendait comment, avec le raisonnement, juste le raisonnement et les mathématiques, on arrivait à déterminer un univers gigantesque alors que nous sommes si petits. Ça sous-entend l'immense déduction et c'est assez magique de voir que les mathématiques, avec la logique et le cerveau, ont réussi à percer les mystères de plus en plus profondément. Là, on en est à essayer d'observer des atmosphères sur des planètes qui sont à des distances incroyables, qui sont insoupçonnables et on arrive à quand même avoir une idée de la réalité. Je suis d'accord, c'est incroyable. C'est incroyable juste à partir des idées, ce qu'on peut faire
Et à partir en mettant la technologie là-dedans aussi, de comment créer une façon de mesurer quelque chose qui est très loin. Et quand il y a beaucoup d'idées qui rentrent en jeu, comment une partie d'une idée, une partie des nôtres pour faire le meilleur choix et tout ça. C'est vraiment incroyable, tous les différentes méthodes et tout ce qui rentre en jeu dans ces domaines. Le côté théorique, mais aussi le côté observationnel, le côté traitement de données. On pense que ça, c'est juste un truc technique et c'est pas grand-chose. Mais c'est incroyable ce que font les gens qui font ça correctement et bien, comment ils arrivent à faire ça. C'est magnifique. Et on aime bien terminer sur une touche de rêve, alors qu'on s'imagine souvent les scientifiques comme des êtres très cartésiens, très rigides, peut-être même parfois, très austères, en tout cas dans ce qu'on en a comme souvenir souvent à l'école, des matières scientifiques, des matières dures comme on les appelle. Et pourtant, quand on vous écoute ou quand on voit votre travail, c'est tout l'inverse. On voit que la part de rêve, que la part d'imaginaire, que la part d'intuition est fondamentale, voire même primordiale dans la recherche. Et donc dans nos sociétés qui sont parfois peut-être un peu mornes, est-ce que les scientifiques ne sont pas les derniers grands rêveurs avec la tête dans les étoiles, c'est le cas de le dire, et pourtant les pieds bien sur terre? Il y a beaucoup de ça, oui. Il faut, à mon avis, il faut les deux. En science, il faut les deux. Il faut être rêveur pour aller quelque part où on n'est pas déjà. Et il faut avoir des aspects techniques pour, quand on rêve de quelque chose, de vraiment le tester. Et c'est un peu une concurrence entre ces deux choses. Et donc les meilleurs scientifiques que je connais, ils ont beaucoup d'idées folles. Et souvent, ils ont 5 ou 10 idées folles qui, à la fin, ne marchent pas du tout pour chaque idée qui sort quelque chose de nouveau et intéressant. Et c'est comme ça. Et j'apprécie ça de plus en plus. Les enfants sont tous des scientifiques naturellement, comme on dit. Ils veulent tester tout, ils veulent... Qu'est-ce que c'est quoi ça? Et cet esprit-là, c'est l'esprit scientifique le plus pur, je pense. Je pense qu'on peut effectivement terminer sur cette belle conclusion. Libérez votre esprit d'enfant, votre esprit de recherche le plus pur qui soit. Laissez-vous surprendre par la beauté du monde, de notre univers et de ses mystères. Merci beaucoup, Sean, d'avoir répondu à nos questions. Je vous recommande donc bien évidemment d'aller faire un tour sur le site de Sean Raymond, planetplanet.net, où vous pourrez voir comment concrètement il imagine, il conçoit, il simule des mondes étranges. Et puis je rappelle donc bien sûr votre livre Black Holes, Stars, Earth and Mars, Astronomy Poems for All Ages. Merci beaucoup Sean Raymond, c'était un plaisir de vous avoir à nos côtés pour nous guider dans ces mondes mystérieux. Et merci également à toi Willy de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode. En tout cas, merci. C'était vraiment un immense plaisir de partager. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. C'est grâce à vos retours chaleureux que nous donne l'envie de continuer et à vous surprendre, comme ça a été le cas avec l'interview de Sean Raymond d'aujourd'hui par exemple. Dans le prochain épisode, maintenant que nous sommes armés et que nous avons connaissance de ces mondes mystérieux, nous irons concrètement fouler leur surface et nous nous demanderons à quoi peuvent-ils bien ressembler. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.